Bonjour à tous, bienvenue sur Cardio Online pour cet atelier pratique intitulé Comment identifier et suivre un patient porteur d'un rétrécissement aortique avant qu'il ne soit candidat à un TAVI. Je suis le docteur Charles Fauvel, cardiologue au CHU de Rouen, et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Elchaninov, chef de service du service de cardiologie à Rouen. Bonsoir. Bonsoir. Et avec le professeur Erwan Donal, échographiste, cardiologue au CHU de Rennes. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez pouvoir voir nos conflits d'intérêts sur cette diapositive. Durant les prochaines 45 minutes, nous allons vous proposer de discuter autour de trois points d'intérêt qui sont les objectifs de cet atelier pratique. Premier objectif, savoir poser le diagnostic de rétrécissement aortique serré. Deuxième objectif, apprendre quel est l'intérêt de la Heart Team pour le choix du type et du timing de la procédure lorsqu'il est indiqué. Et puis ensuite, échanger sur le parcours du patient avant, pendant, mais aussi après un TAVI. Alors pour bien débuter, vu qu'on va rappeler, on va parler de rétrécissement aortique serré, eh bien on va essayer de voir ensemble de quoi parle-t-on, qu'en est-il, et on a justement posé une question à la communauté cardiologue concernant le rétrécissement aortique serré calcifié. Et la question était la suivante. Selon vous, sans traitement, quelle est l'évolution naturelle d'un rétrécissement aortique calcifié, symptomatique d'insuffisance cardiaque si rien n'est fait? Euh, Vous avez été 73% à répondre qu'il y avait un surrisque de décès, que celui-ci arrivait principalement dans les 2 ans. Alors justement, Hélène, qu'en est-il de ce rétrécissement aortique serré? De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est fréquent? Quelle est son histoire naturelle? Alors, le rétrécissement aortique, c'est une valvulopathie qui est très, très fréquente. C'est la plus fréquente dans les pays occidentaux. On considère que 3% des gens de plus de 65 ans vont avoir un rétrécissement aortique. Donc, c'est énorme, ce d'autant qu'on sait qu'il y a un vieillissement de la population. C'est une valvulopathie qui évolue extrêmement lentement. Vous voyez ça évolue sur une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'au début, on est au stade de sclérose, et puis peu à peu, les calcifications obstruent l'orifice jusqu'à arriver au stade de rétrécissement aortique serré, ce qui est encadré en rouge. Et on sait qu'à partir du moment où le rétrécissement aortique est serré, sur les critères qu'on va définir après, et qu'il a des symptômes, il faut absolument intervenir parce que sinon, le risque de mortalité est très élevé. Et effectivement, comme on a vu dans le quiz qu'on vous a posé, on sait que 50% des patients vont décéder dans les 2 ans s'ils ont un rétrécissement aortique serré symptomatique. Donc, c'est vraiment une maladie qui tue et dont il faut faire le diagnostic au bon moment pour intervenir. Merci. Alors pour continuer dans cette émission, une fois voilà qu'on a parlé de ce rétrécissement aortique, Erwan, quelles sont les explorations à faire pour justement poser ce diagnostic de rétrécissement aortique serré? Et je crois que l'échocardiographie a une place prépondérante. Oui, merci Charles. Effectivement, c'est important de faire une échocardiographie qui soit complète et qui va compléter l'examen clinique et l'évaluation de la pression artérielle. Bien sûr, on va être extrêmement attentif à bien quantifier le gradient moyen et la vitesse maximale transvalvulaire aortique. Et on sait, on en reparlera, que plus la vitesse maximale transvalvulaire aortique est élevée, plus le pronostic est défavorable. Et on sait qu'il y a un cut-off à 5,5 mètres par seconde qui peut être important. Toujours est-il que la définition d'un rétrécissement aortique serré, c'est une surface inférieure à 1 cm², un gradient supérieur à 40 mm de mercure, et parfois, on peut avoir des rétrécissements aortiques avec des gradients moyens inférieurs à 40 mm de mercure qui sont serrés quand le volume d'éjection systolique, quand le stroke volume est inférieur à 35 millilitres par mètre carré, que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit altérée ou que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit préservée. Donc, en gros, pour simplifier, on a le rétrécissement aortique classique qu'on a appris quand on était petit, qui est celui qui a qui a un gradient élevé, une fraction d'éjection préservée et un volume d'éjection systolique supérieur à 35 millilitres par mètre carré, qui est le plus fréquent et qu'on ne doit pas louper, entre guillemets. Et puis, il y a quelques formes de rétrécissement aortique plus compliquées, sur lesquelles on rediscutera tout à l'heure. Il faut savoir mesurer le volume d'éjection systolique
où il faut savoir qu'un gradient moyen inférieur à 40 mm de mercure peut être piégeant et donc toujours y associer la mesure de la surface fonctionnelle avec l'équation de continuité. Merci. Alors, on a déjà une question qui arrive par le chat. Je pense que l'un d'entre vous peut y répondre tout à fait. C'est quel est l'âge moyen de diagnostic de rétrécissement aortique serré en France actuellement? Moi, je pense que l'âge moyen, si on n'a pas une bicuspidie, où là, l'âge moyen est plutôt de l'ordre de 60 ans, c'est de l'ordre de 75 ans. Hein. Donc, c'est plutôt des patients qui ont plus de 70 ans qui vont avoir un rétrécissement aortique calcifié serré dégénératif, ce qu'on appelait la maladie de Monckeberg dans le passé. Et toujours, alors, une autre question qui arrive, je vois que il y a du monde qui nous écoute. Y a-t-il un parallèle entre justement cette symptomatologie dont on a parlé avant et la sévérité du rétrécissement aortique? Euh, Là, c'est un piège, enfin, je laisserai Hélène répondre aussi peut-être après. C'est un piège dans la mesure où on peut avoir un rétrécissement aortique extrêmement sévère, très, 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 très sévère, mais qui s'est aggravé progressivement chez un patient âgé, qui fait que le patient arrive avec peu de symptômes, bien qu'il ait un rétrécissement aortique très, très important. Et donc, il faut savoir se méfier de ces rétrécissements aortiques-là. Alors qu'il y a des patients dont on reparlera aussi tout à l'heure, qui sont des progresseurs rapides, qui vont peut-être arriver alors avec une maladie dont l'évolution est plus brutale et qui vont être plus symptomatiques, même pour des degrés de rétrécissement aortique qui sont moins sévères. Et puis, bien sûr, il y a des comorbidités, des facteurs de risque cardiovasculaire qui vont aussi impacter sur la capacité du ventricule gauche à assumer ce rétrécissement aortique serré. Merci, Erwan. Hélène, quelque chose à ajouter sur Non, cette peut-être que symptomatologie? quand on parle de parallèle, il faut s'assurer que c'est un parallèle entre le rétrécissement aortique et la symptomatologie liée au rétrécissement aortique, parce qu'on a quand même un certain nombre de patients qui peuvent avoir des atteintes pulmonaires qui peuvent rendre justement difficile de faire la part des choses entre les symptômes liés au rétrécissement aortique ou liés à autre chose. Pour continuer un peu sur cet atelier, on est en train de parler de ce rétrécissement aortique plus ou moins symptomatique, de l'importance de bien regarder la valve, de bien regarder les gradients, la vitesse. Erwan, y a-t-il d'autres paramètres qui ne sont pas valvulaires justement à regarder pour aussi évaluer ce rétrécissement aortique? Bien, écoute, je pense que c'est très important d'insister sur le fait que l'échocardiographie va être clé pour bien mesurer ces gradients effectivement, mais aussi pour apprécier la fonction ventriculaire gauche. Et les dernières recommandations, suite à quelques articles publiés précédemment, ont permis de mettre le doigt sur quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. La fraction d'éjection du ventricule gauche normale chez un patient qui a un rétrécissement aortique serré, c'est plutôt 60%. Et que dès qu'on a une fraction d'éjection du ventricule gauche, comme vous le voyez sur la diapositive, qui est inférieure à 55%, on a affaire à une dysfonction ventriculaire gauche potentiellement liée à l'importance du rétrécissement aortique et potentiellement conséquence de ce rétrécissement aortique. Donc, il ne faudrait pas attendre que la fraction d'éjection soit à 50% ou moins pour adresser le patient à une thérapeutique sur la valve aortique. Donc, bien faire attention, la fraction d'éjection du ventricule gauche normale, c'est 60%, et en dessous de 55%, c'est vraiment anormal et c'est en soi une indication à référer le patient. Aussi, il y a d'autres paramètres qui sont l'étude des déformations longitudinales du ventricule gauche, qui sont, vous savez, le strain longitudinal, qui peuvent être un moyen de ne pas passer à côté d'une dysfonction ventriculaire gauche associée au rétrécissement aortique et associée au pronostic. Et vous voyez que quand on a un strain du ventricule gauche qui est inférieur à 15%, que l'on ait ou que l'on n'ait pas une fraction d'éjection supérieure à 60%, est un facteur pronostique indépendant de mortalité, et ce, même chez les patients asymptomatiques dont on pourra reparler. Et donc, bien mesurer la fonction ventriculaire gauche, c'est très important chez ces patients qui ont des rétrécissements aortiques. Merci, Erwan. C'est vrai que finalement, on s'aperçoit que très longtemps, on a regardé vraiment la valve, un peu la fraction d'éjection, mais il y a finalement d'autres paramètres un peu extravalvulaires qui sont importants pour l'évaluation de ce rétrécissement aortique. Est-ce qu'on peut pas essayer de synthétiser tout ça? Eh bien, effectivement, tu as raison. Et Hélène a insisté sur le fait que le patient n'a pas forcément aussi qu'un rétrécissement aortique et il y a d'autres comorbidités qui peuvent intervenir, l'hypertension artérielle, les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et quand on va voir la diapositive suivante, on va voir qu'on peut avoir un staging du degré de sévérité d'un rétrécissement aortique
avec par exemple des patients qui vont être stage 0, où on a un rétrécissement aortique très serré, mais pas encore de conséquences myocardiques significatives, tant sur le ventricule gauche que sur les autres cavités. Celui-ci, si on lui change sa valve aortique parce qu'il a des symptômes, il va récupérer de manière incroyable, il va récupérer une capacité fonctionnelle superbe parce qu'on aura traité à temps. Il a un rétrécissement aortique serré, symptomatique, sans conséquences ventriculaires. Le stage 1, c'est quand on a déjà une petite dysfonction ventriculaire gauche. Celui-ci va très bien récupérer, mais un tout petit peu moins bien que le stage 0. Et puis après, on a des patients qui nous arrivent très souvent avec une dilatation de l'oreillette gauche, une fibrillation atriale, voire une fuite mitrale secondaire à la dilatation de l'oreillette gauche. Ça, c'est le stage 2, qui celui-ci va avoir un peu plus de mal à récupérer ad intégrum et peut-être gardera quelques symptômes après l'intervention. Et puis ceux qu'on voudrait éviter, là, les 14% de stage 3 et 4, ce sont ceux qui ont un rétrécissement aortique qui a des conséquences non seulement sur le ventricule gauche, mais aussi beaucoup sur l'oreillette gauche, la fibrillation atriale, et puis des conséquences à droite avec une augmentation des pressions pulmonaires, voire une fuite tricuspide. Ces malades-là ont une évolution très sévère de leur maladie, un remodelage cardiaque sévère qui fait qu'on peut craindre que des symptômes persistent après la correction de la valvulopathie aortique. Donc, il faut regarder aussi les autres cavités et s'inquiéter d'un patient qui serait en fibrillation atriale avec un rétrécissement aortique serré, par exemple. Merci, c'est très clair. Et justement, donc il y a une question qui nous vient du chat qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on connaît parce on a dit que cette maladie elle évoluait lentement sur plusieurs années. Est-ce qu'on connaît des facteurs d'évolution rapide vers un rétrécissement aortique serré? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés justement? Plus la valve est calcifiée, plus l'évolution est rapide. Donc ça, c'est quand même un point, c'est que quand on a une valve qui est très, très calcifiée, même à un stade de rétrécissement aortique peu sévère, il faut être inquiet. Après, je ne sais pas, Aldo, il y a d'autres facteurs, mais qui sont un peu plus discutables. Donc je pense que je garderai que les calcifications pour simplifier le message. Alors, on continue dans cet atelier pratique. On a parlé là essentiellement des rétrécissements aortiques serrés qui sont symptomatiques. Mais on le sait, il y a aussi des patients qui arrivent avec d'authentiques rétrécissements aortiques serrés à l'échocardiographie et pourtant ils sont totalement asymptomatiques. Et donc on va voir, et on vous a posé justement une question à savoir quelle serait votre attitude face à un patient qui a un rétrécissement aortique serré. On avait mis arbitrairement une fraction d'éjection à 60%, un gradient moyen à 55 mm de mercure et une vitesse transaortique maximale à 5,5 mètres par seconde. Et ce patient donc qui est asymptomatique, vous avez été 60% à dire, enfin à choisir la réponse suivante, c'est adresser le patient à un centre expert pour une décision de remplacement valvulaire. 33% d'entre vous font une échocardiographie d'effort et 7% revoient le patient à 6 mois avec une nouvelle échocardiographie. Alors, j'ai envie de poser la question à Hélène, justement. Qu'en est-il, justement, de ces rétrécissements aortiques serrés en écho, mais asymptomatiques? Qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a appris pendant des années et des années que l'intervention n'était à discuter que quand les rétrécissements aortiques étaient serrés et qu'il était accompagné de symptômes qui étaient liés au rétrécissement aortique. Et puis, il y a eu des études qui ont laissé suggérer que même si les patients étaient asymptomatiques, ils pouvaient bénéficier, c'est-à-dire avoir une mortalité plus faible à distance si on faisait une intervention. Et donc, tout ça, ça a été regroupé. Et dans les recommandations, maintenant, il y a des critères qu'il faut retenir pour porter l'indication d'une intervention chez les patients, donc d'une intervention de remplacement valvulaire aortique chez les patients qui ont un rétrécissement aortique vraiment serré, tel que Erwan les a définis dans les critères, mais qui ont en plus certains critères qui sont énoncés ici. Donc, effectivement, une baisse de la fraction d'éjection. On a redit que la normale, c'était 60. Donc, dès qu'il commence à baisser, c'est pas normal et c'est une indication d'intervention. Si bien sûr, les symptômes sont déclenchés lorsque vous faites une épreuve d'effort, puisqu'il y a beaucoup de patients qui réduisent d'eux-mêmes leur activité et disent qu'ils n'ont pas de symptômes, mais en fait, c'est parce qu'ils ont changé leur mode de vie, ils se sont adaptés. Donc, il faut absolument faire une épreuve d'effort pour voir si ça reproduit les symptômes habituels du rétrécissement aortique. Si on observe une chute de pression artérielle aussi à l'effort de plus de 20 mm de mercure, si on a un rétrécissement aortique très serré,
Donc, soit une Vmax plus de 5 mètres par seconde, soit un gradient moyen à plus de 60, ou bien si on a une progression qui est rapide, de plus de 0,3 mètres par seconde et par an. Il y a aussi le critère de BNP qui sont à plus de 3 fois la normale à plusieurs examens, plusieurs dosages répétés. Donc, il faut bien retenir effectivement ces critères-là parce que chez des patients symptomatiques, ils doivent faire poser l'indication d'une intervention. Je crois que c'est très clair. On a vu là pendant la première partie de cet atelier pratique qu'il y a des rétrécissements aortiques serrés qui vont être symptomatiques. Le diagnostic va être fait plus ou moins facilement, et je pense qu'on va y revenir avec l'échocardiographie. Et lorsque c'est asymptomatique, eh bien justement, il faut rechercher ces critères qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc, ça permet de répondre à une des questions du chat. Faut-il opérer les rétrécissements aortiques serrés asymptomatiques? Eh bien, ça dépend s'il y a ces critères justement d'opérabilité. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic, va se poser la question de traiter justement cette valve. Euh, quel est le bilan systématique avant justement de référer à un centre expert, euh, Hélène? Alors, donc bien sûr, il faut avoir une échographie qui confirme vraiment sans aucun doute le caractère serré du rétrécissement aortique. Et puis, il faut évaluer l'état coronaire, puisque l'état coronaire peut nécessiter un geste associé et peut faire orienter plutôt vers un type d'intervention de remplacement valvulaire aortique qu'un autre. Et puis après, donc, quand on pense plutôt à un TAVI, on peut avoir besoin de faire un scanner. Ça dépend aussi des habitudes de service, du type d'examen qu'on fait à ce stade de la prise en charge d'un patient. Et Juan, est-ce que à Rennes justement il y a est-ce que vous faites d'autres examens? Alors, on fait un échodoppler des vaisseaux du cou assez systématiquement. On exclut un foyer infectieux dentaire, si possible. Et puis, peut-être insister sur un point, c'est que bien sûr, le scanner est extrêmement important et doit être fait avec une rigueur absolue, car il va être utile à la planification de l'implantation de la prothèse, la voie d'abord, le choix de la prothèse. Tout ça, c'est très important d'avoir un scanner de très grande qualité. Mais il y a peut-être un point sur lequel je voulais un tout petit peu insister, c'est sur le fait que parfois, on a vu sur la diapo du départ, il y a les patients qui ont des rétrécissements aortiques un peu plus compliqués, avec des gradients moyens inférieurs à 40 mm de mercure, des volumes d'éjection systolique qui sont bas. Cela, on peut avoir besoin, pour assurer le diagnostic de rétrécissement aortique serré, de faire un score calcique valvulaire. Et on sait que le score calcique valvulaire est très bien corrélé à la sévérité du rétrécissement aortique. On sait que au-dessus de 2000 de score calcique chez un homme, on a probablement un rétrécissement aortique serré. Au-dessus de 1250 chez la femme, on a probablement un rétrécissement aortique serré. Donc, ce score calcique valvulaire peut être un garde-fou pour ne pas se tromper sur la sévérité du rétrécissement aortique calcifié dégénératif. Et puis, vous savez, c'est juste un aparté en une phrase, un patient sur 8 qui va être discuté dans la ARTIL dont on va parler tout à l'heure a peut-être une amylose à transthyrétine. Et parfois, donc, quand on a un patient qui a une grosse hypertrophie ventriculaire gauche, une asthénie importante, une troponine qui s'élève, on peut être amené à proposer des explorations biologiques pour exclure une amylose à L et éventuellement une scintigraphie osseuse pour rechercher une amylose à transthyrétine en plus du bilan systématique de rétrécissement aortique. Merci à tous les deux. Je pense que c'est vraiment très clair. On sent bien il y a un parcours du patient depuis le début, les symptômes, l'échocardiographie, les examens complémentaires. Euh, c'est parfois difficile d'avoir tous ces examens. Comment est-ce que, Hélène, on peut faire pour peut-être optimiser ce parcours patient, s'assurer qu'il soit fait dans les meilleures conditions possibles? Alors, c'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité dans le parcours du patient en termes de délai. Et effectivement, quand on sait qu'un patient a un rétrécissement aortique serré symptomatique, on a quand même envie d'intervenir vraiment le plus vite possible, bien sûr pas en urgence, mais ne pas en tout cas augmenter le délai par la réalisation des examens complémentaires. En France, on a quand même des délais très importants, en particulier pour les scanners, rarement pour les coronarographies, les échographies, mais les scanners posent un problème. Et donc, pour essayer d'améliorer la prise en charge de patients, on a décidé, dans le cadre de notre programme de recherche à Rouen, RHU STOP-AS, de faire une étude qu'on a appelée TRIT. C'est une étude multicentrique
qui est menée dans le cadre de notre projet de recherche. C'est une étude qui, en fait, étudie l'impact des mesures organisationnelles intra-service avec les centres périphériques et d'information du patient dans une dizaine de centres et on compare les résultats en termes de délai d'accès au TAVI par rapport à une quinzaine de centres qui font comme d'habitude. Et on voit que quand on n'a pas encore les résultats, mais en fait, on essaye de responsabiliser le patient, le fait qu'il faut qu'il sache qu'il a tous ses examens à faire avant une intervention. Et on essaye au niveau local, eh bien, de prendre contact avec nos radiologues référents pour qu'ils nous priorisent en fait l'accès au scanner avec, par exemple, des plages dédiées. Donc, c'est pas mal de travail organisationnel, mais on pense que c'est très important pour voilà, faciliter l'accès en fait à la prise en charge pour les patients, que ce soit d'ailleurs en chirurgie ou en TAVI en fait. Et on aura les résultats dans quelques mois. L'étude est en cours de recrutement en France. On a hâte de voir ce que ça donne parce que c'est vraiment très important. C'est au cœur vraiment de la prise en charge du rétrécissement aortique. Je reviens sur une question qui nous a été posée dans le chat. Je pense un peu plus pour Erwan. Est-ce qu'un strain inférieur à moins 15% avec un rétrécissement aortique non serré peut-il faire craindre à une mauvaise évaluation de la sévérité du RAC? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que si le strain est bas avec un rétrécissement aortique jugé non serré, peut-être y a-t-il une coronaropathie sous-jacente, il y a peut-être une autre pathologie qu'il faut dépister. Merci, oui, il faut pas oublier voilà, là on parle du rétrécissement aortique, mais il y a tout le reste qui peut coexister. Et il y avait une autre question dans le chat. Quel bilan systématique faut-il réaliser avant d'envoyer mon patient? Bah, je pense qu'on y a répondu, hein. L'échographie, la coronarographie au moins, et puis le scanner qui est aussi très important. Alors, Erwan a parlé tout à l'heure de la Heart Team. Je pense que c'est important de rappeler comment est composée justement cette Heart Team. Alors du coup, bah, nous, il y a des interventionnels qui sont très présents et qui dirigent la Heart Team de manière très efficace. Les cardiologues interventionnels, donc, qui sont fondamentaux, hein, qui vont choisir la prothèse, qui vont choisir la voie d'abord et qui vont effectivement effectuer l'implantation de la prothèse avec nos collègues chirurgiens qui sont aussi présents, les anesthésistes au besoin pour discuter éventuellement de l'opérabilité d'un patient qui serait un peu limite. J'insisterai beaucoup, alors les imageurs sont là si nécessaire, et il y a une personne qui est très importante, c'est la gériatre. Enfin, nous, je dis la gériatre parce que c'est une femme, qui peut avoir un regard tout à fait intéressant pour quelquefois faire passer des patients la case, on va dire, interventionnelle, alors qu'on aurait tendance peut-être à ne pas vouloir intervenir. Donc, cette discussion pluridisciplinaire est très, très importante et fait toute la richesse de la prise en charge du rétrécissement aortique dans nos équipes. Et donc, justement, Hélène, comment elle se déroule, en fait, pour peut-être ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'assister à des réunions de Heart Team, comment ça se déroule et quelles sont les décisions qui sont prises? Alors effectivement, c'est un moment vraiment extrêmement important. Et finalement, dans un centre, hein, donc qui est le centre dédié en fait à la prise en charge, c'est-à-dire où il y a à la fois la chirurgie, à la fois le TAVI, à la fois aussi les cardiologues qui peuvent donner leur avis sur le fait qu'on peut aussi avoir des patients pour lesquels on ne fera rien, qui sont futiles. C'est une réunion vraiment très importante où on discute de tous les patients. On devrait discuter de tous les patients qui ont un rétrécissement aortique serré. Voilà les choses très importantes à réévaluer, à discuter. C'est bien sûr confirmer le caractère serré du rétrécissement aortique. Il faut confirmer le caractère symptomatique ou bien avoir les critères dont on a parlé des patients asymptomatiques. Il faut être sûr qu'on leur a bien fait une épreuve d'effort si on n'est pas certain, ou bien qu'ils ont les critères de sévérité. Ça, c'est vraiment la base. Après, la deuxième étape, qui est aussi la base, c'est vraiment de bien comprendre les caractéristiques du patient, son autonomie, son entourage, ses pathologies associées, beaucoup son âge, parce que vous allez voir que ça va rentrer dans les critères de décision, toutes les maladies associées, son pronostic, en fait, quel est son pronostic à un an. Donc ça revient à étudier ces pathologies associées. Et puis ensuite, il y a une troisième étape, c'est comment se présente en fait sa valve et l'accès pour accéder à la valve si on s'oriente vers un TAVI. Par exemple, un patient à 80 ans, bien sûr, on va plutôt aller vers un TAVI, mais encore faut-il que la procédure soit associée à le moins de complications possible
du point de ponction fémoral jusqu'à la valve. Donc, on a besoin d'une parfaite anatomie descriptive, à la fois échographique, mais surtout par scanner. Donc, Erwan l'a déjà dit, pour voir le type de valve. Est-ce que c'est une bicuspide, une tricuspide? Est-ce que on a un risque de coronaire naissant un petit peu bas et de risque d'occlusion coronaire? Est-ce que les artères iliofémorales ne sont pas trop tortueuses, trop calcifiées? Est-ce qu'elles ont un diamètre suffisant? Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas toujours noir ou blanc. Et donc, c'est au cas par cas et ça peut nous faire pencher vers la chirurgie ou vers le TAVI avec l'ensemble de ces caractéristiques. Il y a un autre élément qui est très important et qui a été souligné dans les dernières recommandations, qui était peut-être moins pris en avant auparavant, mais qui prend de plus en plus de place, c'est la vie du patient. Alors, bien sûr, la vie du patient, il est clair qu'un patient, la logique, ça serait qu'il dise, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui connaissez mon cas et qui avez la connaissance scientifique, vous m'orientez. Mais l'avis du patient peut être important, par exemple, si il est aidant de quelqu'un voilà, de sa femme, par exemple, qui a un Alzheimer, des choses comme ça. Il peut avoir aussi à tout prix refusé la chirurgie, ça arrive, mais à ce moment-là, il faut quand même en discuter avec les chirurgiens et les chirurgiens en prenant en compte l'ensemble du dossier. Si ta vie n'est pas vraiment un risque, on peut prendre la décision tous ensemble de s'orienter vers une technique plutôt qu'une autre. Donc, c'est vraiment un moment extrêmement important qui décide en quelque sorte de la meilleure prise en charge pour un patient donné. Donc, c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Et ce cas par cas, c'est cas par cas, mais ça représente tous les critères cliniques, anatomiques, toutes ces caractéristiques prises une par une et l'une d'entre elles pouvant faire plutôt orienter vers la chirurgie que vers le TAVI, même si l'âge du patient est plutôt vers un TAVI. Donc voilà, c'est vraiment une évaluation extrêmement précise et globale qui prend en compte tout, clinique, anatomie, pathologie associée, volonté du patient et beaucoup l'âge du patient, bien sûr. Merci beaucoup, c'est très intéressant et puis c'est vrai que c'est important. On comprend bien que cette évaluation elle est multidisciplinaire, multiparamétrique et que voilà c'est finalement à la carte comme ce qui était noté sur la dernière diapositive. Alors justement donc on y arrive à cette intervention et on vous a posé la question avant cette émission. Quelle serait à votre avis la meilleure option pour à proposer à un patient de 72 ans sans comorbidité, avec un rétrécissement aortique calcifié, serré, symptomatique, comme on a discuté précédemment. Vous avez été 60% à répondre remplacement valvulaire aortique par chirurgical et 40% à répondre remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, donc le TAVI. Donc justement, Hélène, pour aller un peu plus loin, là on a parlé de la heart team, bah justement, sur quoi s'appuie cette heart team? Que disent les dernières recommandations européennes sur les indications et sur la décision entre rétrécissement, entre chirurgie ou TAVI. Alors, ce patient, donc, en RTIM, donc on le présente, il a 72 ans, il a des symptômes, il a aucune comorbidité et des études ont été faites chez des patients comme lui, c'est-à-dire c'est un patient finalement à bas risque et dans les études randomisées qui ont été faites vraiment très bien, la moyenne d'âge était de l'ordre de 75 ans et les recommandations européennes ont opté pour un âge cut-off de 75 ans chez les patients à bas risque pour lesquels au-delà, ça semble tout à fait envisagé et logique de faire plutôt un TAVI parce que c'est une technique beaucoup plus simple. Et bien sûr, avant l'âge de 75 ans, plutôt une chirurgie chez les patients à bas risque. Donc ça, c'est un cut-off qui a été retenu en Europe. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont plutôt retenu 65 ans. À partir du moment où on peut discuter. Je pense que les études, les guidelines se sont un peu collés aux études qui ont été faites, donc 74 ans, donc ça me semble assez clair. Et bien sûr, le TAVI est préférable à la chirurgie chez tous les patients qui sont inopérables, évidemment, ça se tombe sous le sens, ou chez les patients qui sont à haut risque chirurgical, tout ça étant basé sur vraiment des études randomisées qui ont été bien conduites avec tous les types de valves. Donc quelqu'un de 72 ans qui est à bas risque, eh bien, au vu des résultats scientifiques, il est orienté vers la chirurgie puisqu'il n'avait aucune comorbidité. À ce jour, les choses vont peut-être probablement évoluer plus tard. Et toujours Merci, une oui. grande place pour la discussion dans les cas un peu limites. Il y a toujours une discussion. Si un patient, par exemple, à 76 ans, mais qu'il a un très haut risque d'occlusion du tronc commun, eh bien, on peut le faire, évidemment, rebasculer vers la case chirurgie parce que la chirurgie elle donne de très bons résultats chez les patients de cette tranche d'âge aussi.
Ben, on voit encore l'intérêt. Voilà. Il y a ces recommandations qui disent les choses, mais il y a ensuite derrière la hard team qui est très importante. Et donc, une fois que cette indication de ta vie justement a été posée par le centre expert, Erwan, quel est le parcours du patient à Rennes? Donc, l'objectif est d'avoir une durée d'hospitalisation la plus courte possible. Et donc, le patient va rentrer la veille de l'intervention, il va avoir son intervention, il va être scopé pendant 24 heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de troubles conductifs. Et si tout se passe bien, s'il n'y a pas de troubles conductifs qui nous feraient craindre la nécessité d'implanter un pacemaker, eh bien, le patient va pouvoir sortir à 48, 72 heures en fonction de son état général, de sa fragilité. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une intervention qui soit enfin, l'intervention est très courte et l'hospitalisation la plus courte possible pour que le patient puisse reprendre ses activités. Hélène, y a-t-il d'autres choses à ajouter concernant ce parcours? Peut-être qu'il est un peu différent à Rouen. Alors, ce qui est peut-être important, c'est justement d'essayer de faire le bilan en amont, c'est-à-dire de ne pas faire le bilan dans la foulée du TAVI chez les patients qui sont programmés, qui ne sont pas en urgence, parce que comme dit Erwan, ça permet de vraiment de raccourcir le parcours, de l'anticiper de façon beaucoup plus précise avec une entrée soit la veille, soit le matin même, puisque finalement tout le bilan est fait, les patients ont été vus, ils ont rencontré les cardiologues. Et puis, vous savez, la procédure se fait dans plus de 95% sous anesthésie locale. Et effectivement, surveillance scopée, c'est important de les lever le plus tôt possible pour qu'ils se remobilisent. On sait que chez les patients âgés, la fonte musculaire, l'administration vient très vite. Et puis, effectivement, prévenir la famille, prévenir le patient que si tout va bien, il sortira forcément dans les 72 heures s'il n'y a pas de complications. Et on a même effectivement des patients qui sortent le lendemain parce que s'il n'y a aucune complication, s'il n'y a pas de trouble de conduction, il n'y a aucune raison de garder un patient plus longtemps hospitalisé dans un service hospitalier. Donc, ça permet en plus d'accepter plus de patients qui sont sur liste d'attente. Et on sait qu'en France, il y a une liste d'attente assez longue pour les TAVI. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur Mm. le chat. On a parlé du risque de troubles conductifs. Est-ce que en un mot, en une phrase, l'un de vous peut me dire combien de patients vont avoir, enfin une proportion hein, de patients vont avoir besoin d'un pacemaker justement au décours du TAVI? Alors, c'est en moyenne, si on prend toutes les valves confondues, c'est de l'ordre de 10% à un mois. Et on sait qu'il y en a moins avec les valves ballon expandables qu'avec les valves auto-expandables. Une autre question, pareil, réponse rapide. Combien de TAVI sont pratiqués chaque année en France? C'est vrai je crois qu'il y a eu une explosion, hein. Donc actuellement, on en est à combien à peu près? Alors, 18 000 en 2022, 54 centres. C'est C'était ce court, qui... hein? Oui. Et, et alors, Erwan a parlé tout à l'heure dans le bilan de l'écho des TSA avant le TAVI. Et justement, on a une question. Quel est l'intérêt de faire une écho des troncs supraortiques avant le TAVI? Ouais, c'est vrai que c'est une question peut-être un petit peu systématique pour évaluer le risque, enfin, l'athérosclérose de ces patients-là. Et puis bon, il y a quand même quelques patients qui ne sont pas accessibles à une voie fémorale. Hein, c'est pas la majorité loin de là, mais certains sont nécessairement opérés par une autre voie d'abord. Donc la voie apicale a été un peu abandonnée, la voie sous-clavière peut être envisagée, mais la voie carotidienne est celle que, en tout cas, nous préférons à Rennes. Et donc, c'est important d'avoir une évaluation des carotides qui soit la plus optimale possible, même si, bien sûr, le scanner répond parfaitement bien à la majorité des questions qui se posent si la voie carotidienne doit être choisie. Donc là, on avance toujours avec notre patient qui a eu son TAVI. La team a décidé qu'il y a, voilà, il y a eu l'indication de poser du TAVI. Le TAVI a lieu. Qu'en est-il des modifications de traitement post-TAVI? Hélène? Alors, on sait que, en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Maintenant, c'est assez clair. Un patient qui a aucune indication aux anticoagulants, c'est-à-dire en gros qui n'est pas en arythmie, c'est aspirine seule, entre 75 et 150 milligrammes. Et un patient qui a besoin d'anticoagulants, mais pour autre chose, donc en général c'est de l'AFA, eh bien anticoagulant tout seul. En sachant qu'on sort de ces cases un peu simples, les patients qui ont des stents, quand on a un stent, on a besoin d'une période où on a en plus du Plavix ou du Brilique ou quelque chose comme ça. Mais en gros, ça, c'est maintenant très clair. C'est aspirine seule quand on n'a pas besoin d'anticoagulant. Le TAVI a été posé, le patient n'a pas de complications, tout s'est bien déroulé, il sort de l'hôpital.
Et donc, on vous a posé la question à la communauté de Cardional, quelle stratégie de suivi vous allez adopter après l'implantation d'un TAVI? Vous avez été 55% à répondre une échographie tous les ans, 40% une échocardiographie tous les 6 mois et 5% un suivi uniquement dans le centre implanteur. Alors, à Rouen, Hélène, qu'en est-il? Quel suivi, quelle évaluation préconisée? Alors, à Rouen, en fait, on fait comme ce qui est recommandé finalement dans le monde entier. Donc, c'est écrit dans les guidelines. Il faut faire une échographie annuelle à toutes les bioprothèses. Et il faut commencer par une bonne échographie de référence, c'est-à-dire qu'une échographie post-implantation pour savoir quel est le résultat en fait de l'implantation de la bioprothèse, que ce soit chirurgicale ou par TAVI. Est-ce qu'il y a une fuite paravalvulaire résiduelle? Est-ce qu'il y a un mismatch, c'est-à-dire un gradient résiduel parce que on a mis une valve qui est peut-être trop petite pour le patient. Donc la référence est majeure parce qu'ensuite ça permettra aux échographies annuelles de se comparer si on trouve une anomalie. Donc en gros, c'est consultation, échographie tous les ans pour analyser, le gradient devrait rester inchangé jusqu'à ce qu'il y ait une anomalie. Et on cherche aussi une apparition d'une insuffisance aortique centrale qui peut témoigner d'une endocardite en particulier ou d'une dégénérescence. Et puis bien sûr, au moindre doute, on fait ça entre deux. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a un TAVI ou même une bioprothèse chirurgicale et qui se plaint de nouveau de symptômes, d'un essoufflement en particulier. Il faut absolument faire un contrôle. Et je rajouterais juste que ces données, elles sont obligatoires en fait dans le registre France TAVI. Vous savez que tous les patients français sont inclus dans un registre qui les suit ad vitam aeternam. Et donc voilà, c'est la recommandation échographie tous les ans. Et Erwan, est-ce que quelque chose à ajouter concernant ce suivi? Est-ce qu'il y a d'autres choses à Rennes, des particularités? À Rennes, pas de particularité, mais par contre, Partout. mais partout, je pense que c'est important effectivement d'insister sur cette échocardiographie. Peut-être avez-vous entendu parler des thromboses infracliniques de prothèses qui peuvent exister sur les prothèses chirurgicales ou percutanées. Donc, on ne fait pas de scanner systématique après l'implantation d'une prothèse. Par contre, il faut bien regarder la valve, bien mesurer les gradients, être sûr de ce que l'on fait. J'insisterai sur un point, c'est que le patient, ce n'est pas parce qu'on a traité son rétrécissement aortique qu'il faut s'arrêter là. Il peut avoir d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Son hypertension artérielle est souvent insuffisamment traitée. Or, c'est important de bien traiter la pression artérielle pour avoir un remodelage ventriculaire. On a parlé des staging tout à l'heure. Donc, bien traiter l'hypertension artérielle et puis toujours des règles de bon usage vis-à-vis de la prévention des infections, le dentiste et ne pas prescrire d'antibiotiques de manière non raisonnée avant de faire des hémocultures pour ne pas avoir une endocardite qui, dans le cadre d'un TAVI comme dans le cadre d'une autre bioprothèse, peut être dramatique. Ça me permet de poser cette dernière question qui est vraiment d'actualité brûlante dans les discussions au sein de la communauté des cardiologiques et au sein des gens qui s'intéressent beaucoup au TAVI et au rétrécissement aortique. Je pense que je peux la poser à Hélène. Alors, évidemment, on pourrait faire tout un atelier juste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais où en est-on des données de durabilité du TAVI? Alors, s'il y avait que 2 mots à dire, en tout cas, ça fait 3, mais il n'y a aucune alerte par rapport aux bioprothèses chirurgicales. Mais on a des données scientifiques, des études randomisées à 5 ans. On a des données scientifiques d'une étude randomisée à 8 ans. Et on a des données d'expérience de plus de 10 ans des gens qui ont commencé tôt et qui ont suivi les patients depuis toujours, en particulier à Vancouver et dans notre centre où on s'acharne à récupérer les échographies annuelles. Eh bien, on a encore une dizaine de patients qui atteignent 13 et 14 ans et on n'a aucune alerte. On a un taux de dégénérescence en sachant que ça prend en compte bien sûr les patients qui sont morts d'autre chose, mais c'est à peu près 5%. Donc il n'y a vraiment pas d'alerte à ce jour. Mais bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir les données à 10 ans des études randomisées qui vraiment comparent chirurgie et TAVI. Donc, il y a une question qui vient aussi. Est-ce que le TT de référence doit être réalisé en post-TAVI immédiat? Est-ce que c'est celle-ci qui est la référence ou celle un petit peu plus loin dans le temps? Oui, alors c'est vrai que de toute façon, c'est impératif d'en faire une après le TAVI. Alors pas sur table, mais pas forcément sur table, mais en tout cas avant la sortie. Nous, on les planifie en amont le lendemain de la procédure, en quelque sorte. C'est important. On rajoute un peu l'écho à 1 mois pour sortir un peu de la phase où on peut avoir eu une petite anémie, des choses comme ça. En gros, celle de 1 mois ou celle de post-TAVI, c'est l'échographie de référence.
Je dirais ça. Et alors, on a le temps peut-être pour une toute dernière question et après, il faudra conclure cet atelier pratique. Comment faire justement si le patient a une insuffisance aortique modérée? Alors, j'imagine que la question, c'est en post-implantation. Alors, si elle est paravalvulaire, hein, ça veut dire que le stent n'a pas réussi à s'apposer complètement contre la paroi, un peu gêné par les grosses calcifications. Si elle est modérée, on sait maintenant qu'avec, d'abord, c'est très rare parce que les valves les plus modernes ont une jupette, une collerette à la base du stent pour étanchéiser en quelque sorte le stent. Si on a une insuffisance aortique modérée, en général, on ne fait rien de particulier parce que de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose d'autre que de surveiller le patient. Si elle est modérée, je m'arrêterai là, je dirais qu'on ne fait rien de particulier. Si elle est centrale, par contre, si vous avez apparition d'une IA modérée centrale, il faut penser à une endocardite ou à une dégénérescence débutante. Ou pas débutante si c'est une endocardite. Donc, il faut bien différencier les deux, en sachant que c'est souvent très difficile de faire la part entre une insuffisance aortique paravalvulaire ou centrale, mais il faut aller au bout de son raisonnement et essayer de comprendre quand on a une insuffisance aortique qui n'existait pas au début, par exemple. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vais essayer de résumer en quelques mots les messages clés à retenir de cet atelier pratique. On a vu dans un premier temps l'importance de l'échocardiographie pour le diagnostic du rétrécissement aortique serré. Et Erwan l'a bien rappelé, il faut regarder la valve aortique, mais il faut aussi regarder autour de la valve aortique et on peut utiliser ce staging. Il faut rechercher des symptômes qui peuvent être présents spontanément chez les patients ou plus ou moins à l'effort. Et puis, s'il y a un rétrécissement aortique qui est serré en échocardiographie, mais qu'il est asymptomatique, eh bien, il faut rechercher des critères d'opérabilité que l'on a rappelés. Une fois que le diagnostic a été fait, eh bien, il va falloir se poser la question du remplacement valvulaire avec un bilan à réaliser avant d'inscrire le patient en heart team où le scanner, la coronarographie, l'échographie, le patient, mais aussi tout ce qui est autour et ça peut nécessiter un avis génétique. Tous ces éléments-là ont un intérêt. Et tout ça s'intègre dans un parcours du patient. Il y a le parcours avant, il y a le parcours pendant la procédure, mais aussi après. Et après, il faut suivre les patients, contrôler la pression artérielle, contrôler, surveiller le risque d'infection et surveiller annuellement l'échocardiographie à la recherche d'éventuelles complications. Voilà pour les messages clés de cet atelier. Je voulais remercier Hélène et Erwan d'avoir préparé et partagé toutes ces informations pour cet atelier. Je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Cardio Online. Au revoir. Merci, au revoir.